Salut Fred Rondeau, content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour jaser. Ben, très réciproque. Merci de l'invitation. Je suis vraiment très content d'être là. Puis j'aime ça, apprendre à connaître des nouvelles personnes. Puis ça avait toujours été quelqu'un que je trouvais ça le fun de, comme je me dis, crime. Lui, aimerait ça pouvoir apprendre à le connaître un peu plus. Fait que là, on va pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est cool. Puis moi, je trouve ton parcours vraiment cool, là, tu sais, le fait d'avoir été, en fait, tu l'as encore, là, planificateur financier, mais tu sais, conseiller en sécurité financière, puis d'avoir aussi, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire outgrow un peu ce modèle-là en étant aller à une étape plus loin en faisant du coaching, de la formation? On commence, veux-tu me dire un peu comme c'est quoi ton parcours? Ça serait peut-être le début, là. Oui, absolument. Ben moi, j'ai travaillé. Le son, c'est-tu correct comme ça? Faut-tu que je m'avance? C'est bon? OK, parfait. On y va de même. On va y aller comme ça. Je vais te mettre ça de même. Tiens. Voilà. OK, parfait. Fait que, écoute, moi, c'est ça, dans le fond. J'ai travaillé 10 ans en cabinet. Fait que comme planificateur financier, conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective. Fait que, c'est tellement long comme titre. Tout le tralala. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis dans le fond, après 10 ans, je me suis rendu compte que j'avais 90% de ma vie idéale. Mais le 10% qui me manquait, à chaque année, il pesait de plus en plus lourd. Puis ce 10%-là, c'était l'impact. Donc, sentir que je pouvais aider plus de gens parce qu'en one-on-one, dans une clientèle qui va être souvent aisée, puis si tu grossis ton actif avec le temps, puis tout ça, je trouvais que l'impact allait comme être moindre que si je faisais d'autres choses. Puis aussi, c'est toujours l'impact qui m'a drivé dans tout ce que je fais. Puis l'autre affaire, c'était la liberté créative aussi. Quand tu es à l'intérieur d'un cabinet, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu fais partie d'un brand, tu es travailleur autonome, mais tu bâtis ta business à l'intérieur d'une business. Fait que tu as quand même des choses qu'il faut que tu respectes. Puis étant donné que je pouvais pas avoir la latitude que je voulais avoir, c'est soit que je disais je reste comme ça, j'accepte ça, ou soit que je m'en vais puis je décide de faire les choses comme je veux. Puis c'est la dernière option que j'ai décidé de prendre. C'est comme un double courage. Tu as comme le premier courage initial de te lancer en affaires parce que forcément, quand tu deviens conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective, planificateur financier, tu as un saut dans le vide. Ça prend une certaine forme de courage qu'il y a beaucoup de monde qui ne feront pas parce qu'ils n'ont pas le goût, l'intérêt de ça. Puis tu arrives à un certain moment, puis ça prend une certaine forme de courage pour te sortir de là puis dire là, regarde, j'ai le goût de reprendre ma liberté créatrice ou créative. J'ai le goût de m'embarquer dans quelque chose d'autre, puis je suis prêt à délaisser ce que j'ai construit pendant plusieurs années. Mm-hmm. C'est une certaine forme de double courage. Là. C'est comme... Oui, je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, dans le fond, c'est beaucoup... Je te dirais, tous les podcasts que je vais faire, ou quand on se parle des fois, les gens ils me contactent, c'est un peu ça qui ressort, c'est le fait que c'est rare d'avoir quelqu'un, mettons, de l'industrie de la finance qui, après 10 ans, sort, pour comme recommencer de quoi, parce que le plus dur, c'est le premier 10 ans, dans n'importe quoi, mais en finance, je veux dire, après ça, tu as juste à t'occuper de ta clientèle, tu as juste à demander un peu de référence, puis faire ton petit pout-pout, ton train-train quotidien, puis t'es parti pour la gloire. Là. Moi, je le compare tout le temps à un gros bateau de croisière, là, je veux dire, j'étais le pilote automatique, puis les revenus allaient juste continuer de faire ça, puis je veux dire, tu regardes un peu pour la grande majorité des gens, mettons, les conditions ou la qualité de vie que j'avais, les revenus, tout ça, puis t'es comme n'importe qui va dire moi je vais prendre ça, c'est parfait, c'est la vie de rêve incroyable, tu sais. Mais comme je t'ai dit, moi ça me nourrissait plus, tu sais, puis ça fait que le choix a quand même été facile à faire parce que je me connais bien, je me suis posé les bonnes questions, puis une fois que j'étais décidé, j'ai dit c'est beau, tu sais, puis comme je l'ai déjà mentionné dans une autre conversation que j'avais eue, c'était, tu sais, il y avait toujours le si ça marche pas, mettons le côté comme la peur du regret, un peu de dire Colin, j'étais tellement bien avant, puis quand j'étais en cabinet à Barouette, j'avais juste à faire ma petite affaire, puis comme j'étais parti pour la gloire, puis ma vie était setée, puis financièrement tout était parfait. Mais j'estimais à très faible que j'aille ce regret-là, puis je me suis dit si jamais je l'ai, ça va être plus facile à porter ce poids de regret-là que de ne pas l'avoir essayé pantoute. C'est comme ressauter dans le vide une deuxième fois d'une certaine façon. Oui, c'est de recommencer à zéro carrément, exactement. C'est comme vraiment, tout est fait. Puis là, tu es comme... Puis quand tu commences comme conseiller, je veux dire, tu as hâte d'arriver au stade où tu es comme, j'ai ma clientèle, je me demande mes références, ça rentre tout seul, j'ai plein de gens qui me réfèrent sans que je le demande. Puis c'est comme... T'as hâte d'être rendu là, puis tous les conseillers qui commencent rêvent d'être là maintenant. C'est comme, mais là, moi, j'étais là, puis j'étais comme, il manque de quoi, tu sais. Puis là, j'ai recommencé, puis là, je suis vraiment recommencé vraiment comme 0-0, mais
ça a toujours été ma force, la prospection, tu sais, puis aller chercher, mettons, des nouveaux clients ou, tu sais, comme le branding, ces choses-là. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérangeait, mettons, de recommencer à zéro. Il y en a qui vont voir ça comme vraiment, tu sais, un downgrade, puis il y en a plein qui le feront pas à cause de ça, justement, là. Mais moi, je le voyais juste comme une continuité, puis comme c'est un stepping stone, tu sais. En cabinet, c'était la pierre pour me faire rendre à Altic en ce moment. Puis, tu sais, ça faisait juste partie du parcours. C'est le même tu savais-tu que c'était ça que tu t'en allais faire quand tu as lancé Altic? Tu savais-tu que c'était ça que tu t'en allais faire ou bien tu aurais pu rebondir dans n'importe quelle direction? Non, c'était ça que je m'en allais faire. Dans le fond, avec Altic, c'était vraiment éduquer les gens, faire en sorte d'aider le plus de gens possible à avoir une bonne éducation financière, une bonne base pour éventuellement pouvoir être libre financièrement, pour vivre leur best life. Parce que moi, je l'ai vu à quel point il y a des gens que leur vie pourrait être complètement différente juste en ayant fait quelques choix différents ou quelques habitudes différentes. Puis ça, ben, souvent, c'est juste d'avoir été au courant que, ah ouais, crime, c'est de même, ça marche. T'sais. Fait que le plus jeune, tu catches ça, ben, le mieux c'est. Tu connais l'intérêt composé et tout ça. Donc, c'est sûr que le plus jeune on commence, le mieux c'est. Puis moi, ben, ça a toujours été ça. J'ai tellement vu de dossiers que je me suis dit, Caroline, c'est tellement de valeur parce que ce dossier-là, il pourrait être bien correct aujourd'hui s'il y avait juste tel petit détail. Puis les clients aussi, tu sais, te le disent tout, hey, avoir su ça avant, le fameux avoir su, je l'entends toutes les semaines, là, c'est fou. Là. Puis aussi, je voyais quand même un niveau élevé d'insatisfaction dans les institutions traditionnelles. Les gens ont de la misère à avoir des bons conseils, du service, tout ça. Fait que je veux dire, il y avait comme un gros besoin que j'évaluais là aussi. Pour les gens, mettons, qui n'ont pas 1 million et plus, on s'entend, si tu as 1 million et plus, tu vas être bien servi partout. Là, mais quand tu commences ou que tu as juste 200-300 000, des fois, tu n'auras pas accès au top conseil. Fait que je voyais qu'il y avait une lacune là. Puis c'est surtout aussi que j'ai vu beaucoup de... Puis probablement que t'en as vu aussi en masse, là, mais beaucoup de gens souffrir ou qui sont pognés dans des conditions, qu'ils n'aiment pas, ou ils gardent une job qu'ils détestent, mais juste parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont besoin des revenus, mais tout ce côté-là de travailler par obligation, puis comme tu as une pression, tu as comme le poids sur les épaules. Moi, personnellement, ça me tue, genre, de me mettre comme là-dedans, de dire, je veux tellement pas me retrouver dans cette situation-là que... Puis la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Fait que d'essayer d'aider le plus de monde possible à pouvoir justement avoir une forme de liberté. Puis le but, c'est pas de dire je suis indépendant le plus rapidement possible ou je suis multimillionnaire à 40 ans puis je fais rien puis je suis juste sur un bateau puis je chill sur la plage puis je bois margarita. C'est pas ça. C'est juste de dire je peux décider de travailler comme je veux, quand je veux. Je travaille par choix et non par obligation. Je peux choisir la job qui me tente. Je peux diminuer mon nombre d'heures. C'est juste d'avoir le plein contrôle, dans le fond, sur ta situation. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que en faisant de l'éducation un peu comme ton fer de lance, c'est comme si tu viens décupler ta puissance, comme si tu viens de changer de micro. Tu sais, quand tu es un conseiller, que ta clientèle, c'est là-dedans qu'est ton terrain de jeu. Là. Ouais. C'est là-dedans que tu peux donner des conseils. Exact. Mais là, avec justement tes nouvelles fonctions, tu peux... ce que tu fais aujourd'hui... Ouais. Ton audience est plus grande, tu peux encore davantage donner cette éducation-là, ou du moins partager. L'impact est plus grand, exactement. Ben, c'était ça l'objectif, parce que dans le fond, la réflexion a été, OK, moi, je rencontre des clients, puis mettons que ça fait 5-6 ans que je suis avec eux autres, je les ai rencontrés peut-être au total, 1 à 3 heures par année, mettons, en moyenne, avec les suivis puis tout ça. Fait que peut-être qu'ils ont passé, 10-12 heures avec moi, mettons, depuis 5-6 ans. Puis là, ils considèrent que leur situation financière est vraiment sa coche, puis qu'ils sont super contents, puis même sont même prêts, ils sentent qu'ils sont prêts des fois à investir justement de façon autonome, puis tout ça, parce que je leur ai vraiment comme montré plein de choses, je leur ai recommandé de lire des livres, tu sais, comme ils ont fait les lectures, puis après, ils sont comme crime, pour vrai, Fred, je me sens confiant, je comprends comment ça marche, puis tu sais, ils sont reconnaissants, puis c'est comme merci. Fait que là, je suis comme crime, si je suis capable de le faire avec des clients comme, tu sais, ben, faut juste que je fasse ça, mais comme à plus grande échelle, je vais être capable de le faire avec plus de monde, parce que je le sais. Autrement dit, c'est que ce que j'enseigne, c'est du concret parce que je l'ai vu que ça fonctionnait, j'ai eu plein de feedback de clients, je l'ai fait pendant 10 ans. Fait que c'est pas des petites formules magiques puis des affaires de comme deviens millionnaire en 90 jours sans rien faire ou comment faire du day trading, des affaires comme ça. Les 13 secrets de la sauce. Non, exactement. C'est vraiment juste comme du gros bon sens. Puis tout ce que l'éducation que les gens auraient aimé avoir plus tôt, parce que moi, c'est tout le temps ça. Comme je te dis, la phrase qui m'a le plus drivé, c'est avoir su. Calique, pourquoi qu'on n'apprend pas ça? C'est toutes ces affaires-là. C'est quoi la question? Puis pourquoi? En fait, je te pose la question, mais pourquoi les gens ne le savent pas? Pourquoi l'éducation
financière, c'est tout le temps un parent pauvre. Pourquoi on a... Puis, écoute, je suis confronté à ça depuis que je suis là-dedans aussi. Là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas intéressés à ça? Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas l'impact de nos décisions financières? C'est quoi au juste? C'est un mélange de plusieurs facteurs. Je dirais que premièrement, ben, le fait que les gens sont ignorants en grande majorité sur la finance puis sur l'argent en tant que tel, ça part, mettons, au Québec, ben, il y a une mentalité qui est vieille, donc qui part de... Tu sais que on est né pour un petit pain puis toutes ces affaires-là. Fait qu'en partant, il y a beaucoup de gens qui ont été éduqués dans comme l'argent, c'est mal, tout ça. Fait que là, déjà là, on s'entend que ça part mal. Après ça, il n'y avait rien dans les écoles avant. Là, ça commence à être un peu moins pire, là, mais avant, il n'y avait rien pantoute. Fait que je veux dire, on s'entend-tu que si tes parents disent que l'argent, c'est mal ou que l'argent, c'est pas bien, que tu es né pour un petit pain, que tu ne l'apprends pas à l'école, puis qu'en plus que tes parents, ils te le montrent pas à la maison, mais je veux dire, les chances que tu développes un intérêt, tu sais, on s'entend-tu que si tes parents te montrent pas à jouer au hockey, à t'amener à la patinoire quand t'es petit, puis ça, c'est probablement que tu feras pas à la Ligue nationale, puis tu vas développer un intérêt à 14 ans, puis réussir à être repêché, c'est comme 4 ans plus tard. Tu comprends? C'est comme, les chances sont minces. Ben, les finances, c'est un peu la même affaire. Si tu t'es pas fait montrer des choses plus jeunes, que tes parents te l'ont pas amené d'une bonne façon, puis fait que là, puis ça fait en sorte que non seulement les gens sont ignorants, mais en plus, ils apprennent rien, mais en plus, c'est perçu comme être comme plate, la finance. Les gens trouvent ça plate puis compliqué. Tu le sais. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un, moi, les chiffres, ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon chum qui s'occupe de ça. Moi, j'haïs ça, les finances. Puis, non, moi, juste penser à l'argent. Puis, les gens pensent que c'est mathématique, que c'est logique, que c'est froid, alors que c'est complètement l'inverse. La finance, l'argent, c'est 80% comportement, habitude, c'est psychologique au bout. C'est extrêmement personnalisé, en fait. Tu l'as dit, c'est les habitudes. Ça veut dire la décision de prendre un café ou de ne pas en prendre un café ou de prendre un café à la maison. C'est aussi bête que ça. Là. Tous nos choix sont des actions économiques. Oui, exact. Puis quand on en a conscience, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi le phénomène du voisin gonflable ou bien la consommation. Tu l'as dit, l'autre chose, je pense, qui contribue au fait que les gens... c'est parce que c'est la nature humaine. Donc, la nature humaine, les gens de nature, l'humain, il n'est pas bon pour se projeter dans le futur. Il n'est pas bon pour essayer de prévoir pour plus tard. Il est en mode survie tout le temps. Le cerveau, je veux dire, à la base, c'est ça. C'est comme, il faut survivre. Fait que c'est comme, pourquoi j'attendrais 10 ans? Je vais en profiter là. Je peux mourir demain aussi. Je peux mourir demain. Genre, je vais en profiter là. Fait que la nature humaine est très forte. Mélange ça ensuite à des gens tout autour de toi qui consolident cette pensée-là de t'as bien raison, on peut mourir demain puis qui sont tous d'accord avec toi. Je veux dire, les chances sont minces que tu dises, les finances, c'est important, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu pognes un stade où t'es tellement en souffrance, ça te met tellement de stress d'avoir une situation financière tout croche que là, tu vas te décider, puis c'est là que tu vas dire avoir su. Mais ça arrive tout le temps trop tard, malheureusement. Fait que les gens qui sont capables d'être... Parce que si on en parle, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on fait de l'éducation, puis que, tu sais, moi, ma vision, c'est vraiment à long terme, dans le sens que je me dis, les gens que j'ai pognés à 25-30 ans, mettons, puis là, ça va bien, les finances sont allumées, sont contents, puis ça. Mais eux autres, c'est sûr qu'ils vont en parler à leurs enfants, parce qu'ils vont dire que moi, je veux pas faire comme mes parents avec moi, s'ils m'ont rien montré, moi, je vais leur montrer. Puis fait que là, eux autres, ça va être des très bons ambassadeurs pour leurs enfants. Leurs enfants, après ça, quand ils vont arriver plus tard, eux autres aussi, ils vont être sur la coche fort probablement. Donc, ça va se transmettre à l'autre génération, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment comme un changement à long terme. Je pense que c'est comme le sport un peu. Si tes parents font du sport, t'as pas mal plus de chances de développer l'habitude aussi quand t'es plus jeune, parce que tes parents te l'ont montré, te l'ont inculqué, puis après ça, tu as créé tes habitudes, tes comportements, puis ça suit tout seul après. Puis moi, je l'ai vu encore une fois en cabinet, les enfants de clients. Quand un jeune il arrive à 18, 19, 20 ans, puis que ses parents sont sa coche, sont bien partis. Les jeunes à 18, 19, 20 ans, ils ont 50 000 dans le compte, puis ils travaillent depuis qu'ils ont 14 ans, ils n'ont aucune dette, tout est beau, c'est comme... Puis t'en as d'autres, il y a 28 ans, ils ont moins 40 000, là, tu comprends? Puis fait clairement que je l'ai vu vraiment souvent. L'éducation financière à un jeune âge, avoir des bons parents ou des bonnes personnes dans ton entourage qui t'inculquent ça, automatiquement, tu changes ton thinking, tes habitudes, tes comportements. C'est intéressant parce qu'on est un peu le produit de notre environnement là-dessus. C'est pour ça que souvent on entend, j'ai parlé avec mon beau-frère, avec ma belle-sœur, puis j'ai eu le fameux beau-frère qui t'a donné le conseil hypothécaire de sa vie, qui a négocié 3 fois des hypothèques dans sa vie. Mais c'est intéressant parce qu'on est un peu le produit de notre environnement. Fait que les gens qui disent c'est pas bon des dettes. Ouais, mais toutes les dettes ne sont pas égales. Si tu as des dettes sur un immeuble locatif, tu gagnes une plus-value. C'est pas la même affaire que si tu as une dette sur un prêt auto. Là.